Bonjour à tous. Donc, bienvenue à l'Alcazar au nom du département civilisation pour cette rencontre programmée dans le cadre de la saison Méditerranée et de l'exposition Photographier le patrimoine du Liban. Vous pouvez retrouver au-dessus de nous, pour ceux qui n'ont pas encore visité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Alain Monnier, qui est docteur en histoire contemporaine, spécialiste des dynamiques politico-religieuses au Moyen-Orient et notamment au Liban, associé à l'ISP de l'Université Paris-Nanterre. Et donc, Monsieur Monnier, vous avez été l'auteur de plusieurs publications dans des revues spécialisées qui portent notamment sur le Hezbollah. Et vous venez de sortir un livre qui s'intitule « Hezbollah au Liban, Dieu, médias et guerre politique ». Voilà. Donc, cette conférence durera à peu près 1 heure, 1 heure et quart et sera suivie ensuite d'un temps de questions-réponses. Donc, on devrait finir vers 16 heures. Eh bien, je vous souhaite une bonne rencontre. C'est bon. J'ai le micro. C'est bon, non, c'est bon. Merci beaucoup, madame. Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, pas besoin de me présenter. Donc, Alain Monnier, associé à l'ISP, Institut des sciences sociales du politique. Donc, je vais commencer par une formule. Le Liban est plus qu'un pays, c'est un message, affirmait le pape Jean-Paul II en 1989, pour souligner la vocation singulière du Liban comme terre de liberté religieuse et de pluralisme. Non. Excusez-moi, que la diapo, elle bug. Pourquoi bug-t-elle? Désolé. Tu peux venir voir, s'il te plaît? Excusez-moi. Donc, le Liban est plus qu'un pays, c'est un message, affirmait le pape Jean-Paul II en 1989, pour souligner la vocation singulière du Liban comme terre de liberté religieuse et de pluralisme. Cette formule est devenue célèbre et elle dit bien ce qui frappe lorsqu'on observe ce pays qui est un petit État méditerranéen, à peine plus grand qu'un département français. La coexistence sur un espace restreint d'un très grand nombre de communautés religieuses avec 18 confessions officiellement reconnues aujourd'hui. Cette diversité est ancienne, elle rassemble des communautés chrétiennes de plusieurs rites, des musulmans, sunnites, chiites, mais aussi des druzes, des alaouites et plusieurs autres minorités encore. Elle fait du Liban un cas presque unique dans la région, mais elle pose aussi une question essentielle. Donc ça va être la problématique de notre conférence. Comment une telle pluralité s'est-elle formée puis institutionnalisée au fil du temps? Et surtout, pourquoi le Liban incarne-t-il à la fois un modèle de coexistence et un système confessionnel souvent accusé de bloquer l'État? C'est à ces questions que je vous propose de réfléchir aujourd'hui à travers un parcours historique allant du XVIIIe siècle à nos jours. Bon. Nous commencerons par le Mont Liban, ottoman, où se mettent en place, dans un cadre impérial, des formes de coexistence entre communautés. Nous verrons ensuite comment, au XIXe siècle, les équilibres confessionnels se transforment sous l'effet de rivalités impériales, des interventions européennes et des violences intercommunautaires. Nous aborderons ensuite la période du mandat français, moment décisif de la création du Grand Liban, lorsque la diversité religieuse devient aussi un principe d'organisation politique. Puis, nous reviendrons sur l'indépendance de 1943 et le pacte national
qui pose les bases d'un régime fondé sur la répartition communautaire du pouvoir. Enfin, nous examinerons les grandes évolutions du Liban contemporain, les fragilités du système, la guerre civile, les recompositions de l'après-guerre et les crises actuelles qui feront peut-être l'objet de notre échange vers la fin. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais souligner un paradoxe. Le Liban est souvent présenté comme un laboratoire du vivre ensemble, un pays où clochers et minarets se côtoient. Et cette image n'est pas fausse. Le Liban a bien constitué, à un certain moment de son histoire, un espace de refuge, de coexistence et de circulation entre groupes différents. Mais dans le même temps, le confessionnalisme politique, c'est-à-dire l'organisation du pouvoir sur une base communautaire, a aussi contribué à fragmenter la vie publique, à affaiblir l'État et à nourrir des blocages durables. Autrement dit, la diversité est aussi à la fois une richesse historique et une source de tension politique. C'est cette tension entre pluralisme protecteur et fragmentation institutionnelle qui est au cœur de l'histoire du Liban et de la réflexion que je vous propose aujourd'hui. Entrons maintenant dans cette histoire en commençant par le cadre du Mont Liban ottoman au XVIIIe siècle. Avant de continuer, je vais juste voir si je peux faire quelque chose. Voilà, donc c'est bon, c'est très bien. Donc avant de commencer donc, la première partie, là on a une carte du Liban, une carte qui nous montre un peu le partage confessionnel au niveau communautaire, religieux. Donc rapidement, donc, en vert foncé, vous avez les musulmans chiites, plutôt au sud, et dans la Bekaa. En cette couleur-là, donc c'est les sunnites, qui sont présents du nord jusqu'à la Bekaa et Beyrouth. Et ensuite, en rouge et en orange, c'est les chrétiens, donc les maronites et les grecs orthodoxes. Vous avez aussi en bleu les druzes. Donc voilà pour le partage communautaire. Je vous donne le micro si vous voulez. D'accord, parfait. Merci. Merci beaucoup. Donc ça, c'était le plan que je vous ai annoncé. Et donc, on passe à notre première partie, le Mont Liban, refuge pluriel du XVIIIe siècle. Donc on va remonter au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le territoire de l'actuel Liban n'est pas encore un État-nation. Il appartient à l'Empire ottoman. Le Mont Liban bénéficie toutefois d'une semi-autonomie de fait, dirigée par des dynasties locales, d'abord les Ma'ni, puis la famille des Shehab, à partir de 1697. Cette montagne est devenue, depuis le Moyen-Âge, une terre de refuge pour plusieurs groupes religieux dissidents ou marginalisés, notamment les maronites, les chrétiens maronites, les druzes et les musulmans chiites. Elle forme ainsi très tôt une société multiconfessionnelle relativement éloignée du pouvoir central ottoman. Pendant une longue période, maronites, druzes cohabitent de manière relativement complémentaire. Les élites druzes fournissent l'ossature politique et militaire de l'émirat, parce qu'on parlait d'émirat du Liban, tandis que la paysannerie maronite, en forte croissance démographique au XVIIIe siècle, contribue largement à la mise en valeur économique de la montagne, notamment par la culture en terrasse et la production de soie. Cette complémentarité explique en partie la stabilité relative du Mont Liban à cette période. Donc là, on a une photo d'archives de Pshari, un paysage de relief escarpé, de villages perchés, emblématique de la montagne refuge et des autonomies locales. Donc là, vous avez une image du cèdre du Liban qui est l'emblème un peu du pays.
Alors j'ai parlé un petit peu de sériculture. Depuis le XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, le Bon Liban est marqué par cette économie-là, c'est-à-dire on élève ce genre de ver qui se nourrit de feuilles de mûrier, d'accord ? C'est un ver qui s'appelle le bombix et qui produit le fil de soie, qui va ensuite travailler et exporté, notamment en France, puisque vous savez que après, au XVIIIe siècle, il y a la révolution industrielle et notamment la révolution du textile en France. Une bonne partie de cette soie va aussi être importée depuis le Liban jusqu'à Lyon, notamment. Donc là, c'est une image de synthèse qui représente des familles qui travaillent justement la production de cette soie grâce au bombix. Là, vous avez une photo d'archive. Donc, c'est les images les plus anciennes que j'ai pu trouver. Donc, Der Khmar, là aussi, on est au Mont Liban, mais plutôt au sud du Mont Liban, contrairement à Psharik, plutôt au nord. Début du XXe siècle, donc un espace public où se côtoient communautés, notables et activités économiques. Illustration concrète d'un pluralisme vécu entre alliance et rivalité. Alors, la dynastie des Shehab, ceux qui vont vraiment occuper une bonne partie de cette histoire du XVIIIe, XIXe siècle. Donc la dynastie des Shehab incarne bien cette évolution. D'origine sunnite, certains de ses membres se rapprochent du maronitisme, donc du christianisme maronite, au début du XIXe siècle, ce qui traduit le renforcement des liens entre l'émirat et la communauté maronite. L'émir Bachir II, qu'on voit ici, donc c'est un des plus anciens portraits que j'ai pu trouver. Bien sûr, il a été amélioré. Donc l'émir Bachir II, qui a gouverné l'émirat de 1788 à 1840, est une figure centrale à cette époque-là. Il gouverne en maintenant un équilibre entre l'appui maronite et l'allégeance des notables druzes, au moins pendant une grande partie de son règne. Malgré la diversité religieuse, le Mont Liban reste relativement stable au XVIIIe siècle. Chaque communauté vit souvent dans ces espaces, sous l'autorité de ses notables et de son clergé. Mais toutes reconnaissent l'autorité de l'émir. Loin d'un État moderne, il s'agit plutôt d'un système de type féodal et confessionnel dans lequel l'autonomie locale est importante tant que les impôts sont versés et l'ordre maintenu. Alors, un tournant survient, qui peut être noté au XVIIIe siècle, c'est la bataille de Ain Dara, en 1711, qui oppose deux factions druzes. Donc c'est une bataille entre les druzes. La victoire des Kaysites, alliés des Shehab et aux Maronites, provoque l'exode d'une partie des druzes vers le Horan, c'est le sud de la Syrie, et renforce le pouvoir de la famille Shehab. Cette crise modifie aussi l'équilibre démographique. Les Maronites s'étendent davantage vers le sud de la montagne, puisque le sud c'était plutôt druze, et deviennent progressivement le groupe le plus nombreux du Mont Liban. En résumé, à la veille des grandes interventions européennes au Levant, le Mont Liban apparaît comme un espace multireligieux gouverné par une élite locale relativement stable mais profondément fragile. On passe maintenant au XIXe siècle, donc c'est la deuxième partie. XIXe siècle, crise, ingérence et confessionnalisme. Le XIXe siècle constitue un tournant majeur dans l'histoire du Mont Liban. L'équilibre ancien, relativement stable mais fragile, se brise sous l'effet de trois dynamiques. 1. L'intervention extérieure. 2. Les recompositions sociales internes. 3. La transformation progressive des communautés religieuses en acteurs politiques. On peut retenir trois séquences décisives durant ce XIXe siècle. 1. L'intermède égyptien, entre 1831 et 1840. 2. Les violences intercommunautaires culminant
en 1860. 3. La création de la Mutasarrifia en 1861, qui marque une première formalisation institutionnelle du partage confessionnel du pouvoir. On va commencer par l'intermède égyptien. En 1831, Mehmet Ali, que vous voyez dans ce portrait fait par Louis-Charles Auguste Coudé. Donc Mehmet Ali, vice-roi d'Égypte, étend son contrôle sur la Syrie ottomane. Son fils Ibrahim Pacha occupe le pays, y compris le mont Liban. Donc il va envahir tout le Levant, expulser l'Empire ottoman, et il prend notamment le mont Liban. L'émir Bachir II, qui est encore au pouvoir au mont Liban, pour préserver sa position, choisit de s'allier aux Égyptiens. Dans un premier temps, cette domination égyptienne bouleverse les équilibres locaux. Elle affaiblit certains notables druzes traditionnels et favorise davantage les chrétiens dans l'administration et dans l'organisation militaire. Mais très vite, les méthodes autoritaires d'Ibrahim Pacha, notamment la pression fiscale, provoquent une forte hostilité. C'est dans ce contexte qu'intervient un épisode important, la réunion d'Antelliès en 1840. Face à l'occupation égyptienne, des chefs de plusieurs communautés, des Maronites, des Druzes, des Grecs orthodoxes, des Sunnites, se rassemblent et forment un front commun. Ce moment est important car il montre que, dans certaines circonstances, les communautés religieuses libanaises peuvent agir ensemble politiquement. Le chercheur Jean-Pierre Halem a pu écrire de manière frappante que c'est peut-être là, en 1840, plus qu'en 1943, comme on va le voir, que s'esquisse un premier pacte intercommunautaire libanais. Même si la formule est discutable, elle a le mérite de souligner un point essentiel. L'idée d'un destin commun libanais apparaît déjà au XIXe siècle dans l'épreuve. Mais cette unité reste brève. Une fois l'ennemi commun affaibli, les tensions internes ressurgissent. Après le départ égyptien et l'exil de Bachir II en 1840, le mont Liban entre dans une phase d'instabilité. L'autorité centrale locale s'effondre et les rivalités entre notables, paysans et groupes confessionnels se ravivent. À partir de 1841, des affrontements opposent druzes et chrétiens, en particulier dans le Chouf, plutôt vers le sud du mont Liban. Il est important de le rappeler, ces conflits ne sont pas seulement religieux, ils ont aussi une dimension sociale et politique, montée en puissance de nouvelles élites chrétiennes, affaiblissement d'anciennes hiérarchies féodales druzes et recomposition des alliances locales. Cependant, sous le regard des puissances européennes et de l'Empire ottoman, ces tensions sont de plus en plus lues et administrées en termes confessionnels. C'est là un tournant décisif. En 1842, les Ottomans mettent en place le régime des Qaem Maqamat, une division administrative du Mont Liban en 2 districts, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc, l'un à dominante maronite, en rouge, comme vous pouvez le voir, tout en haut, et l'autre à dominante druze, en orange. L'objectif est de ramener la paix par la séparation. Mais en pratique, cette solution renforce la logique communautaire.
le chercheur libanais Georges Korm résume très bien ce basculement lorsqu'il explique que les notables deviennent, sous contrôle ottoman, les représentants politiques de leur communauté. Autrement dit, l'appartenance religieuse tend à devenir une appartenance politique. Le chercheur Christian Tatwell insiste aussi sur le rôle des rivalités internationales dans ce processus. La France soutient les maronites, la Grande-Bretagne appuie davantage les Druzes et certains acteurs musulmans. Le Mont Liban devient alors un terrain d'affrontement impérial indirect. C'est un point central pour comprendre la suite. Le confessionnalisme libanais ne naît pas seulement de l'intérieur. Il se construit aussi dans l'interaction entre acteurs locaux et puissances extérieures. La crise atteint son paroxysme en 1860. Après plusieurs années de tensions croissantes, les affrontements dégénèrent en massacres, principalement contre des populations chrétiennes dans plusieurs régions de la montagne. Les violences sont massives, les destructions nombreuses, et les autorités ottomanes locales apparaissent incapables, ou parfois peu désireuses, d'empêcher le bain de sang. Le choc est immense en Europe, à ce moment-là, notamment en France, où la question des chrétiens d'Orient mobilise fortement l'opinion publique. Une intervention militaire française, appuyée diplomatiquement par les autres puissances, est alors organisée. On présente souvent cet épisode comme une des premières interventions humanitaires de l'époque contemporaine, mais au-delà de l'émotion, l'essentiel est politique. Les puissances imposent avec Istanbul, avec l'Empire ottoman, une nouvelle architecture institutionnelle pour le Mont Liban. Donc ça, c'est un tableau qui représente donc le débarquement français. Peut-être une marche arrière. Voilà, donc ça, c'est un tableau du débarquement du corps expéditionnaire français à Beyrouth, là aussi fait par Jean-Adolphe Bossé. En 1861 est instaurée ce qu'on appelle la Mutassarifia. Le Mont Liban devient une province autonome, gouvernée par un Mutassarif qui est chrétien, mais non libanais. Par un Mutassarif chrétien non libanais nommé par le sultan ottoman, mais accepté par les puissances européennes. Il est assisté d'un conseil représentant les différentes communautés religieuses de la montagne. C'est un moment fondateur. Pour la première fois, la représentation des communautés dans le pouvoir est organisée de manière formelle, selon une logique de répartition confessionnelle. On n'est pas encore dans le Liban contemporain d'aujourd'hui, mais on voit clairement l'ancêtre institutionnel du Liban d'aujourd'hui. La Mutassarifia apporte une stabilité relative pendant plusieurs décennies. Elle favorise aussi une certaine prospérité, développement de la soie, comme on l'a vu tout à l'heure, essor des écoles et des missions étrangères, notamment les jésuites par exemple, montée d'élites locales nouvelles, mais cette stabilité a un prix. Elle fige les appartenances communautaires dans les institutions. Autrement dit, la Mutassarifia résout partiellement la violence en transformant la différence religieuse en principe durable d'organisation politique. Donc là, on a une carte de cette fameuse Mutassarifia. Donc j'ai trouvé que cette carte était la plus fidèle, mais elle est en arabe. Et là, ce qu'on peut remarquer rapidement, c'est que, par exemple, Beyrouth n'en fait pas partie. Beyrouth, qui est la capitale aujourd'hui du Liban, comme vous le savez, ne fait pas partie de cette Mutassarifia. Donc c'est vraiment une province autonome
grosso modo réservé pour les maronites, les chrétiens et les druzes. Puisque là aussi, comme vous voyez, au sud, ça s'arrête avant Saïda, qui est une ville musulmane sunnite, et tout en haut, Tripoli, eh bien, n'en fait pas partie aussi, qui est une ville musulmane sunnite. C'est les frontières, en fait, de la Moutasarifia. Plus tard, on va le voir, beaucoup de ces zones vont être intégrées au Grand Liban. Avec le recul, cette période est décisive à deux titres. D'une part, elle montre une coexistence politique entre communautés. C'est quelque chose de possible, même après des violences extrêmes. Druzes, maronites et autres groupes peuvent à nouveau participer à un cadre commun. D'autre part, elle installe un modèle durable. La gestion du pluralisme par la répartition communautaire du pouvoir sous garantie extérieure, sous garantie de l'étranger. C'est là une matrice de l'histoire libanaise moderne. On pourrait donc dire que le XIXe siècle libanais produit à la fois une leçon de coexistence et une matrice de fragmentation. C'est ce double héritage qui pèse encore sur le Liban contemporain. Donc là, on a la fameuse université Saint-Joseph, qui est fondée à la fin du XIXe siècle par les missionnaires jésuites. Donc là, c'est une image d'archive qui date de 1875, donc vers la fin du XIXe siècle. Institution jésuite emblématique de la montée des influences européennes au XIXe siècle. Donc c'est une photo d'archives. À l'aube du XXe siècle, la montagne a donc acquis une expérience d'autonomie et de cogestion communautaire. Mais elle reste distincte des grandes villes côtières et de la Beka, qui vivent encore dans un cadre ottoman plus classique. La Première Guerre mondiale, qui commence en 1814, la famine durant cette Première Guerre mondiale, comme je vais vous montrer là tout à l'heure des images d'archives, puis la chute de l'Empire ottoman vont bouleverser cet équilibre. Et c'est dans ce contexte qu'en 1920, la France crée le Grand Liban, en réunissant des espaces et des populations qui n'avaient pas la même trajectoire politique. C'est le passage de la montagne au Grand Liban que nous allons maintenant examiner. Donc là, avant de continuer, nous avons une photo d'archive d'un défilé militaire de l'armée ottomane devant le Grand Saraï, le siège du gouvernement à Beyrouth, et de l'administration impériale à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc c'est le dernier défilé militaire de l'armée ottomane avant sa défaite face aux Alliés. J'ai évoqué aussi une famine. Effectivement, donc le Liban, surtout je parle du Mont Liban, vont subir une véritable famine durant la Grande Guerre, durant la Première Guerre mondiale, pour différentes raisons. Différents facteurs vont se cumuler, notamment la pénurie de blé, le blocus des Alliés, qui vont bloquer l'Empire ottoman, et la crise agricole vont mener à cette fameuse famine qui est très présente dans la mémoire encore des Libanais, qui en parlent encore. Donc là, c'est une photo d'archive d'une mère avec son enfant qui subissent effectivement cette famine. Troisième partie. Donc on passe maintenant au XXe siècle. Le 1er septembre 1920, sur la terrasse du Grand Saraï de Beyrouth, le général Gouraud proclame la naissance de l'État du Grand Liban, sous mandat français. Cet acte fondateur marque l'entrée du Liban moderne sur la scène politique. Pour la première fois depuis l'Antiquité, Liban, entre guillemets, désigne autre chose que la montagne. C'est désormais un État, certes sous tutelle, avec des frontières élargies, englobant diverses régions.
On va se poser la question suivante. Comment en est-on arrivé là? Et quelles en sont les implications pour le pluralisme religieux, qui est le fil conducteur de cette conférence? Avant de continuer donc rapidement, là c'est une image aussi d'archives, ce n'est pas une carte de vulgarisation, elle est signée par Mark Sykes et François-Georges Picot, les deux négociateurs, l'un français et l'autre britannique, donc ils vont se découper le Moyen-Orient, enfin en tout cas le Levant, après la défaite de l'Empire ottoman. Donc la zone en rose, c'est la zone sous contrôle direct britannique, en B, elle est sous influence britannique, en A, c'est une zone sous influence française, en bleu, elle est sous contrôle direct français, et en jaune, c'était censé être une zone internationale, donc c'est la Palestine mandataire, historique. Et donc, bien sûr, on est là en 1916, donc avant les accords de Balfour, et l'idée de créer un foyer juif en Palestine. La France, héritière d'une longue tradition de présence au Levant, avait assuré aux chrétiens maronites, notamment par la voix du patriarche Elias Lahouayek, qu'elle soutiendrait la création d'un Liban élargi, viable économiquement et politiquement. En 1919, à la conférence de Versailles, la délégation maronite plaide pour l'annexion au Mont-Liban de tout le littoral, avec le port de Beyrouth, de Tripoli, de Saïda et de Tyr. De la fertile plaine de la Bekaa, au nord-est du pays, et du nord de Akkar. Le but est de donner au futur État les ressources agricoles, notamment les céréales de la Bekaa, et l'accès maritime nécessaire à son autonomie. La France accepte ce plan, également motivé par la récompense de ses alliés chrétiens. Cependant, il faut souligner que tous les chrétiens n'étaient pas unanimement d'accord sur l'étendue du territoire. Certains craignaient que l'ajout de vastes régions, majoritairement musulmanes, dilue la domination chrétienne du Mont-Liban. Mais le patriarcat maronite et les élites catholiques libanaises emportent la décision en faveur du Grand Liban. Ainsi, en 1920, on agrège au Petit Liban, c'est-à-dire de la Mutassarifia, des populations fort diverses. Par exemple, les sunnites de Tripoli et de Beyrouth, les chiites du sud, de la région de Tyr et de Jabal Amil, et la Bekaa. Le paysage religieux est profondément modifié. Et comme le dit le chercheur libanais Georges Korm, je cite, « Le Grand Liban, sous mandat français, a désormais une population beaucoup moins homogène que celle de la montagne. Le monde pauvre de la montagne va rencontrer l'univers des villes côtières. Une société féodale est associée à une société de marchands et de fonctionnaires ottomans. » Fin de citation. C'est ce constat qu'évoque Georges Korm par l'image d'un mariage manqué entre la montagne et la ville. En d'autres termes, on crée un État où se côtoient deux héritages. D'une part, la culture politique du Mont-Liban, communautaire, est tournée vers l'Occident, et notamment vers la France, bien sûr. D'autre part, les populations des autres régions, plus habituées à l'administration ottomane, et imprégnées récemment par un nationalisme arabe plutôt laïque en principe, notamment chez les sunnites de Beyrouth et de Tripoli. Là, on a donc une photo d'archive, proclamation du Grand Liban, le 1er septembre 1920, avec au milieu le français Henri Gouraud, et au centre notamment le patriarche maronite et le moufti de Beyrouth, lors de l'annonce de l'annexion du Mont-Liban aux régions côtières, le nord, le sud et la Bekaa, comme je viens de l'évoquer.
Pour la France, ce nouveau Liban est pensé comme un bastion ami au Proche-Orient, à majorité chrétienne, mais garantissant aussi les intérêts des minorités variées. Le mandat français, entériné par la Société des Nations en 1922, a officiellement pour mission de guider le pays vers l'indépendance, tout en y implantant des institutions modernes. Paris envoie des hauts commissaires qui gouvernent en coulisses, s'appuyant sur des collaborateurs locaux. Et donc là, on a une image d'archive aussi à Zahle, c'est une ville chrétienne, d'un officier français avec un gendarme libanais. L'ordre mandataire s'appuie sur des relais locaux, comme peut nous le montrer cette image d'archive. Donc c'est des images qui sont normalement en noir et blanc, je les ai parfois moi-même coloriées. Très rapidement, le Liban se dote d'une constitution. Donc la constitution de 1926, et là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement le drapeau libanais durant le mandat français. D'accord? Donc c'est tout simplement le drapeau français avec le cèdre. Donc c'est le drapeau du Liban. Auparavant, le drapeau du Mont Liban, c'était tout simplement un drapeau blanc avec le cèdre au milieu. On a juste en fait apposé en plus les couleurs du drapeau français. Donc, je disais, très rapidement, le Liban se dote d'une constitution. Elle est proclamée en mai 1926 et vise à organiser les institutions d'un État, d'un nouvel État. Cette constitution prévoit un Parlement élu, un président de la République, un gouvernement responsable et un pouvoir judiciaire. Sur le papier, il s'agit d'une démocratie parlementaire classique, largement inspirée du modèle français de la Troisième République. Mais une particularité essentielle apparaît, le confessionnalisme politique. Le texte constitutionnel ne détaille pas clairement la répartition des postes entre les religions, sauf à l'article 95, qui évoque une représentation équitable et présentée comme quelque chose de provisoire. Donc là, vous avez un portrait aussi issu de photographies d'archives de Elias Lahouaïk, le patriarche qui a défendu l'idée du Grand Liban actuel. Ce principe d'équilibre confessionnel s'impose donc concrètement dès le mandat français. Lors du recensement de 1932, le seul jamais réalisé au Liban, les chrétiens apparaissent comme légèrement majoritaires, environ 51% de la population, contre 49% de musulmans. À partir de là, une règle non écrite s'installe dans les institutions. On compte 6 chrétiens pour 5 musulmans. Ce fameux partage 6 sur 5, proche de la réalité démographique de l'époque, sera considéré comme intangible. En pratique, cela signifie que les chrétiens, et en particulier les maronites, conservent une légère domination numérique dans la représentation politique. Alors, là, on a sur ce slide 2 graphiques. Un premier, c'est le camembert du recensement de 1932. C'est le dernier recensement démographique qui a été fait au Liban, sous mandat français. Et donc, c'est un peu tabou de faire des recensements au Liban, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu depuis. Surtout qu'il y a eu une évolution démographique très grande depuis cette époque. Et là, on voit clairement sur ce camembert que si on regroupe les différentes fractions chrétiennes, les différentes branches présentes au Liban, les différentes églises, eh bien, on a une légère majorité de chrétiens par rapport aux musulmans, donc sunnites, chiites et alaouites, en rose.
Donc ça, c'est des tableaux en fait, de base que j'ai utilisés dans ma thèse de doctorat, que là j'ai transformé en graphique pour que ça soit beaucoup plus parlant. Et ici, donc vous avez un deuxième graphique, c'est deux courbes. Une courbe pour les musulmans, une courbe pour les chrétiens. Et on voit donc l'évolution avec le temps des différentes, des deux principales religions présentes au Liban sur le plan démographique. Alors vous allez dire, mais comment on le sait ? Puisqu'il n'y a pas eu de recensement, c'est tout simplement des estimations, donc des ordres de grandeur qui ont été faits par des instituts privés. Bien sûr, qui ont leur fiabilité. Donc on voit clairement que depuis au moins les années, les années 50-60, les musulmans sont devenus majoritaires et qu'aujourd'hui ils sont largement majoritaires. D'ailleurs, le président du Conseil, l'ex-président du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre, qui s'appelle Najib Mikati, a dit en 2021 que les chrétiens sont désormais seulement de l'ordre de 19%, ce qui a fait vraiment scandale lorsqu'il a déclaré cela. Donc les choses ont véritablement évolué. Alors, c'est toujours difficile à fixer. Est-ce que c'est les chiites qui sont majoritaires par rapport aux sunnites ou est-ce le contraire ? Ça dépend des instituts et des études, mais on peut dire grosso modo qu'ils sont plus ou moins à ex aequo. Au-delà des chiffres, un usage s'établit dès les premières années. Le président de la République sera un chrétien maronite, le président du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre, un musulman sunnite, et le président de la Chambre des députés, un musulman chiite. Ce triptyque reflète le poids des trois plus grandes confessions et devient la clé de voûte de la politique libanaise. Bien que ce partage ne soit pas formalisé qu'en 1943, il se dessine en réalité dès cette période mandataire. Les postes administratifs sont également distribués selon l'appartenance religieuse, parfois de manière informelle, parfois de manière où on pose des quotas, carrément des quotas officiels. Il convient de noter une ambivalence française vis-à-vis de ce confessionnalisme. D'un côté, les autorités du mandat entérinent le système pour ménager les élites locales. De l'autre, certains hauts commissaires laïcs, comme le général Henri Saraï, qui est un franc-maçon, tentent de réduire l'emprise religieuse de l'État. Comme le démontre l'historien Pierre Vermeyren en 1928, le général Saraï supprime temporairement les tribunaux religieux pour les remplacer par des tribunaux civils en matière de statut personnel. Mais face au tollé des chefs religieux, la mesure est annulée en 1934. De même, un décret de 1936 voulait créer un mariage civil optionnel pour ceux qui le souhaitaient. Il fut abandonné devant l'opposition conjointe du clergé musulman et chrétien. Cet épisode montre que les communautés religieuses au Liban, loin de céder du terrain, profitent de la situation pour consolider leur pouvoir. Comme le résume l'historien Pierre Vermeyren, je cite, les mandats, c'est-à-dire les mandats britanniques et français, les mandats qui devaient séculariser ces anciennes provinces ottomanes ont confessionnalisé leur système politique et social. Fin de citation. Autrement dit, loin d'introduire la laïcité, la tutelle franco-britannique au Levant a renforcé la structure communautaire. Les Français au Liban se sont souvent appuyés sur les chefs de communauté pour gouverner, instrumentalisant la religion à des fins de contrôle colonial. Cela n'exonère pas les Libanais eux-mêmes, en particulier la bourgeoisie confessionnelle, qui ont largement adhéré à ce partage du pouvoir, car ils servaient aussi leurs intérêts de classe, en divisant le peuple par communauté
et en évitant une opposition de type social, comme le démontre l'historien français Jean-Jacques Coulan. Le mandat français, par ailleurs, voit également l'afflux au Liban de nouvelles populations, notamment les réfugiés arméniens, qui ont fui le génocide arménien en 1915, puis la répression caméliste entre 1918 et 1922. Des dizaines de milliers d'Arméniens s'installent à Beyrouth et à Anjar, formant bientôt deux autres composantes religieuses. Il va y avoir les Grecs orthodoxes et les Grégoriens arméniens, reconnus aussi dans le système. Donc il faut les additionner au nombre de communautés présentes au Liban. Eux aussi bénéficieront d'une représentation politique garantie. De plus, la France détache de la Syrie voisine la communauté des Alaouites du Nord, région de Tripoli, et la rattache administrativement au Liban, ce qui fait de la 18e confession reconnue au Liban, les Alaouites. Ainsi, à la veille de l'indépendance, le Liban mandataire est une véritable microcosme religieux au Levant, incluant même une petite communauté juive à Beyrouth. Quelques milliers de personnes, également reconnues. On passe à l'indépendance. Le mandat français sur le Liban devait théoriquement préparer le pays à l'indépendance. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Liban est d'abord tenu par le régime de Vichy, puis occupé par les Alliés en 1941. Le général Catroux de la France libre proclame l'indépendance du Liban en 1941, plus formelle que réelle. Ce n'est qu'en 1943 que les leaders libanais, profitant de la faiblesse de la France en guerre, imposent leur volonté d'autonomie complète. L'indépendance est obtenue en novembre 1943, après la crise dite des députés arrêtés. En fait, les Français vont emprisonner le président, Béchar al-Khouri, qui s'appelait, et son gouvernement quelques jours pour le refus du mandat, avant de céder sous la pression britannique. Les dernières troupes françaises, finalement, vont partir en 1946. Mais déjà, en 1943, avant même la fin du mandat, les Libanais avaient scellé le fondement de leur vie politique indépendante, ce qu'on appelle le pacte national, le Misaq al-Watani. Ce pacte non écrit, mais acté oralement, entre le président Béchar al-Khouri, qu'on voit sur la photo, au milieu, et donc Béchar al-Khouri, qui est un chrétien maronite, et le premier ministre Riyad al-Salah, juste à côté, donc musulman sunnite, vous l'avez compris. Et en quelque sorte, donc ce compromis est en quelque sorte un compromis historique entre chrétiens et musulmans au Liban. Qu'énonçait-il ce pacte national ? En termes simples, et ça c'est important. Les chrétiens libanais renoncent à chercher la protection de l'Occident ou à mettre le Liban sous tutelle étrangère. En clair, ils acceptent que le Liban soit un pays arabe et non un prolongement de la France. En contrepartie, les musulmans libanais renoncent à vouloir rattacher le Liban à la grande nation arabe syrienne et à tout projet panarabe par la suite. Ils reconnaissent la légitimité d'un Liban indépendant, distinct de la Syrie. Donc c'est un deal entre les chrétiens et les musulmans. Ce double renoncement, l'un à l'Occident, l'autre à l'Union arabe, vaut engagement à vivre ensemble dans un État souverain. On a souvent résumé cela par la formule, je cite, le Liban a un visage arabe, mais un cœur ouvert à l'Occident.
Mais il y a des sceptiques, notamment le célèbre journaliste Georges Nakache qui dit « Deux négations ne font pas une nation ». Il le dira à la fin des années 40. En 1943, Michel Chiha, idéologue et artisan de la Constitution, justifie le pacte national en soulignant la nécessité du moment, tout en souhaitant qu'il évolue vers le temps, avec le temps. Selon lui, le Liban est, je cite, un État unitaire en droit et une sorte de fédération de communautés confessionnelles, mais à titre provisoire. Il y a toujours ce provisoire. Fin de citation. L'idée est donc que, tôt ou tard, les Libanais dépasseront ces appartenances pour bâtir un État véritablement citoyen. Pour l'heure, en 1943, l'heure est à l'euphorie. L'indépendance ouvre ce qu'on appelle plus tard l'âge d'or du Liban, grosso modo les années 50 et les années 60, où le pays jouit de stabilité, de prospérité, comparativement à ses voisins souvent secoués par les coups d'État. Mais dès les premières décennies, des limites et des tensions apparaissent dans le système. Voyons comment a fonctionné le Liban confessionnel entre 1943 et 1975, afin de comprendre pourquoi ce modèle a fini par s'effondrer momentanément dans la guerre. Là, on a une photo du premier drapeau libanais dessiné par les députés. D'accord ? Députés libanais. C'est eux-mêmes qui ont dessiné ce drapeau après l'indépendance et ils l'ont même eux-mêmes signé. Voilà. Donc, les premières décennies de l'indépendance libanaise sont souvent présentées d'une manière contrastée. D'un côté, on retient l'image d'un Liban prospère, cosmopolite, avec une vie culturelle intense, une économie dynamique et une capitale, Beyrouth, qui rayonne dans toute la région. C'est l'époque où le pays est parfois surnommé la Suisse du Moyen-Orient. Voilà. Mais de l'autre côté, cette image masque des fragilités profondes, de fortes inégalités sociales, des déséquilibres dans la représentation politique, des ingérences étrangères et surtout, un clivage durable sur l'identité du pays, entre arabité et particularisme libanais. Le système confessionnel, pensé comme un cadre de coexistence, se révèle en réalité rigide, de plus en plus difficile à adapter à l'évolution de la société. Après 1943, la République libanaise s'organise selon la logique du pacte national, un compromis non écrit, comme on vient de l'évoquer, fondé sur la répartition confessionnelle du pouvoir. Ce compromis repose sur un partenariat entre deux grandes élites. D'un côté, la bourgeoisie maronite, renforcée sous le mandat français. De l'autre, les notables sunnites des villes côtières, héritiers de l'ancien ordre ottoman. L'indépendance scelle donc un accord au sommet de l'État entre ces deux pôles majeurs. Les autres communautés ne sont pas exclues, mais elles occupent des positions secondaires. Les chiites obtiennent la présidence du Parlement, fonction importante mais longtemps moins influente. Les druzes minoritaires n'ont pas de grandes fonctions réservées par le pacte, mais même si des figures comme Kamal Jumblat s'imposent rapidement dans la vie politique. Quant aux Grecs orthodoxes, ils jouent un rôle important dans les équilibres gouvernementaux et administratifs. Dans les premières années, ce système permet une certaine stabilité. Le Liban est souvent salué comme un pays parlementaire, pluraliste, capable d'articuler influences orientales et occidentales. Mais très vite, les limites apparaissent. Le confessionnalisme favorise le clientélisme
le pouvoir des zaïms et la captation de l'État par de grandes familles politiques. Autrement dit, derrière l'équilibre communautaire se met en place une logique de partage du pouvoir et des ressources. Sur le plan économique, les années 1950 sont pourtant florissantes. Beyrouth devient un centre bancaire, commercial, médiatique et touristique majeur. Le Liban bénéficie d'un libéralisme économique attractif, d'une grande liberté d'expression et d'une position régionale stratégique. Mais cette prospérité est très inégalement répartie. Elle profite surtout à Beyrouth et au Mont Liban, tandis que d'autres régions, en particulier le sud et la Bekaa, restent marginalisées. Ces déséquilibres alimentent progressivement des frustrations sociales et politiques, notamment dans les milieux chiites les plus défavorisés. Parallèlement, un débat de fond traverse le pays. Quelle est l'identité politique du Liban ? Une partie des élites chrétiennes insiste sur la spécificité libanaise et l'ouverture de l'Occident, tandis que de nombreux musulmans, surtout les sunnites, mettent en avant l'appartenance du Liban au monde arabe et la solidarité avec les grandes causes régionales. Ce clivage reste contenu, limité, tant que le contexte régional demeure relativement stable. Mais la montée du nasserisme dans les années 1950 bouleverse cet équilibre. L'influence du président égyptien Gamal Abdel Nasser, le prestige du panarabisme et la polarisation régionale entre camps pro-occidental et pro-arabe ravivent les tensions internes libanaises. La crise éclate en 1958 sous la présidence du président libanais Camille Chamoun. Perçu comme proche de l'Occident, il se heurte à une contestation armée dans plusieurs régions du pays. Le Liban connaît alors une grave crise interne. Cette crise prend la forme d'un affrontement politico-confessionnel entre musulmans et chrétiens. L'intervention américaine de juillet 1958, comme on peut le voir sur cette photo d'archives, donc d'un soldat américain en position de défense près de Beyrouth. Donc l'intervention américaine en juillet 1958, à la demande du pouvoir libanais, montre à quel point la crise libanaise est déjà inséparable des enjeux géopolitiques, régionaux et internationaux. La sortie de crise se fait par compromis avec l'élection du général Fouad Chab. Donc en fait, Camille Chamoun ne va plus être président, c'est un nouveau président qui est élu. Il va se réunir avec Gamal Abdel Nasser à la frontière franco-syrienne pour mettre fin à cette crise entre le Liban et l'Égypte. Donc le président Fouad Chab alors tente de renforcer l'État. Donc après la fin de cette crise, il va chercher à renforcer l'État, à réduire les inégalités régionales et, entre les régions libanaises et limiter le clientélisme. Son action marque une tentative importante de modernisation administrative et de développement des régions périphériques. Le chéhabisme, ce qu'on a l'habitude d'appeler au Liban, le chéhabisme représente en ce sens un effort pour gouverner au-delà des logiques purement confessionnelles. Donc là, vous avez le portrait du président libanais Fouad Chab à cette époque-là, officier puis président du Liban de 58 à 64, élu après la crise de 1958. Il incarne le chéhabisme, une tentative de renforcer l'État et de moderniser l'administration pour stabiliser le pluralisme. Et en arrière-plan, donc c'est une photo de Beyrouth, coloriée aussi, donc une photo d'archives qui date de cette période des années 60.
Mais ces tentatives se heurtent aux résistances des notables traditionnels et des bénéficiaires du système. Les réformes restent incomplètes et les structures confessionnelles demeurent intactes. Le confessionnalisme n'est pas dépassé, il s'enracine même davantage dans la pratique politique, malgré les efforts de Chehab. Dans les années 60, les évolutions démographiques accentuent encore les tensions. La population musulmane croît plus rapidement que la population chrétienne, comme on l'a vu sur les courbes, alors que l'équilibre politique reste fondé sur des rapports hérités des années 30, du recensement de 1932. Le décalage entre poids démographique et représentation institutionnelle nourrit un sentiment croissant d'injustice, notamment chez les musulmans et surtout chez les chiites. À ces fragilités internes s'ajoutent les chocs régionaux au Moyen-Orient. En 1967, puis en 1970, la présence palestinienne armée au Liban s'accroît fortement, en particulier après le départ de l'OLP depuis la Jordanie. Le Sud-Liban devient une base d'opération contre Israël, ce qui entraîne des représailles et aggrave les tensions internes. La question palestinienne fracture alors profondément la scène libanaise. Une partie des musulmans et de la gauche libanaise soutiennent la cause palestinienne. Une grande partie des chrétiens, qui voient au contraire une menace pour la souveraineté du pays et pour l'équilibre interne, s'opposent à l'OLP. L'État libanais, affaibli, est incapable d'arbitrer durablement sur ce sujet. Au début des années 70, deux blocs se font face. D'un côté, un camp réformateur et pro-palestinien. De l'autre, un camp attaché au maintien de l'ordre confessionnel et à une conception plus libaniste de l'État. La méfiance entre communautés atteint un niveau critique. Et là donc, on a une photo d'archives qui regroupe le chef de l'OLP, Yasser Arafat, et le président égyptien Gamal Abdel Nasser. Donc c'était lors de l'accord du Caire en 1962 qui officialise la présence armée palestinienne au Liban. En avril 1975, l'engrenage bascule dans la guerre civile. Le conflit va rapidement dépasser un simple affrontement interne. Il devient une guerre complexe, nourrie par les divisions confessionnelles, les inégalités sociales, la question palestinienne et les ingérences régionales, la Syrie, Israël et plus tard l'Iran. Le Liban s'enfonce alors dans 15 années de guerre civile, de fragmentation territoriale et d'effondrement de l'État. Le paradoxe est cruel. Un système conçu pour organiser la coexistence communautaire finit dans la crise par transformer les communautés en camps rivaux armés. Cette guerre n'est pas le cœur de notre sujet aujourd'hui. Retenons simplement qu'elle débouche, après des années d'impasse, sur les accords de Taïf de 1989 qui mettent fin au conflit et réorganisent le système politique libanais. C'est ce nouvel équilibre que nous allons maintenant examiner. Mais avant de continuer, donc, là on a une page de couverture du journal L'Orient le Jour qui nous parle d'une embuscade qui a eu lieu contre un bus de Palestiniens en avril 1975. Donc c'est les phalanges chrétiennes qui ont attaqué ce bus. Et donc cet événement marque en fait le début de ce qui va devenir la guerre civile et qui va durer jusqu'en 1990. Les accords conclus à Taïf, en Arabie Saoudite, en octobre 1989, représentent un tournant. Ils marquent la fin de la guerre civile et l'avènement de la Deuxième République libanaise en 1990. Leur philosophie,
adapter le pacte national, vous vous rappelez du Misaq al-Watani de 1943, donc adapter le pacte national aux réalités démographiques et politiques de la fin de ce XXe siècle, tout en réaffirmant la volonté de vivre ensemble et même en envisageant sur le papier une sortie à terme du confessionnalisme. À Taïf, seuls 58 députés libanais sur les 99 ont pu se réunir. Les autres étant soit décédés, soit empêchés par la guerre. Parce que vous savez, les dernières élections parlementaires ont eu lieu en 1972. Donc il y a eu du temps pour que les choses changent. Ces hommes avaient toutefois la lourde tâche de sauver le Liban. Et sous la médiation de l'Arabie Saoudite, du Maroc, mais aussi de l'Algérie, ils négocièrent un document en plusieurs points. 1, le cessez-le-feu, bien sûr. 2, le désarmement des milices et le déploiement de l'armée, mais surtout des réformes politiques. Le principal changement est la réduction des pouvoirs des chrétiens maronites au profit des musulmans, reflétant l'évolution démographique. Les musulmans étant devenus plus nombreux que les chrétiens, donc concrètement, le président de la République, qui est maronite, voit ses prérogatives diminuer. Il a beaucoup moins de pouvoir, tandis que le Premier ministre, sunnite, et le Conseil des ministres gagnent en pouvoir exécutif réel. Le Parlement, auparavant élu selon le partage 6 sur 5, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire 55% de chrétiens, contre 45% de musulmans, va désormais passer à une représentation paritaire, c'est-à-dire 50-50. 64 députés musulmans pour 64 députés chrétiens, ce qui fait au total 128 députés au Parlement. Cette parité est un geste symbolique fort. Elle consacre la fin de la suprématie politique maronite établie en 1920 et reconnue en 1943. Donc là, c'est une photo de cette réunion à Taïf entre les députés libanais. Donc d'autres ajustements aussi vont suivre. La durée du mandat présidentiel, par exemple, est raccourcie de 6 à 5 ans pour éviter une trop longue mainmise d'un président. En somme, Taïf rééquilibre l'équation communautaire en donnant aux musulmans sunnites et chiites une plus grande part dans la gouvernance. Il entérine ce que la réalité imposait depuis un moment, notamment l'essor des chiites représentés par le mouvement Amal et le Hezbollah. D'ailleurs, Taïf exige le démantèlement de toutes les milices pour rétablir le monopole de la force par l'État. Cette clause sera appliquée aux milices de guerre, c'est-à-dire les forces libanaises chrétiennes, les milices druzes par exemple, qui déposent les armes dès 1991, mais pas au Hezbollah, qui réussit à se faire reconnaître progressivement comme une résistance contre l'occupation israélienne du sud Liban, et non comme une milice de la guerre civile, ce qui lui permet de conserver son arsenal jusqu'à aujourd'hui. Les accords de Taïf réaffirment l'objectif ultime de supprimer le système communautaire. La nouvelle constitution amendée en 1990 reprend l'article 95 que j'ai évoqué tout à l'heure. Un engagement solennel, le Parlement, désormais qui est paritaire maintenant, moitié musulman, moitié chrétien, devra prendre, je cite, c'est ce qui est écrit dans Taïf, les mesures adéquates en vue d'assurer la suppression du confessionnalisme politique suivant un plan par étapes. Un comité national présenté par le président de la République, incluant le président du Parlement, le président du Conseil et des personnalités diverses, sera chargé de réfléchir aux moyens d'abolir le confessionnalisme. Ce texte est sans équivoque. La division confessionnelle de la politique est reconnue comme un problème à résoudre progressivement, selon les accords de Taïf. Hélas, cette belle intention ne sera pas suivie d'effet. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, ce comité n'a jamais vraiment fonctionné et aucune mesure adéquate n'a été sérieusement mise en œuvre pour éliminer le confessionnalisme. En effet, après Taïf,
ce sont à peu près les mêmes élites, chrétiennes et musulmanes, qui ont récupéré les rênes du pouvoir, simplement réarrangées en un nouveau consensus. Et aucune n'avait intérêt à se tirer une balle dans le pied en supprimant les privilèges liés au poste communautaire. Un autre trait caractéristique de cette après-guerre, c'est la présence syrienne au Liban. Donc Taïf, négocié avec l'aval de Damas, accordait de fait à la Syrie un rôle de supervision de la sécurité au Liban pour une période de transition qui ne devait pas théoriquement dépasser les 2 ans. Finalement, les Syriens vont rester au Liban jusqu'en 2005. La Syrie se voyait reconnaître par la communauté internationale, notamment par les États-Unis, un mandat, une sorte de mandat, pour stabiliser le Liban et y asseoir le nouvel ordre d'après-guerre. Ainsi, de 1990 à 2005, le Liban a vécu dans une paix relative, certes, mais une paix sous contrôle. Les dirigeants libanais, qu'ils soient présidents, ministres, chefs de parti, devaient composer à l'ombre du régime de Hafez el-Assad, puis de Bachar el-Assad. Ce contexte a eu pour conséquence un gel de la vie politique, de la vraie vie politique réelle. On n'a pas assisté à une revitalisation démocratique, mais plutôt à un partage du pouvoir entre anciens seigneurs de guerre et notables reconvertis en politiciens, sous le regard approbateur de la Syrie qui y trouvait son compte. Donc là, rapidement, nous avons donc une photo d'archives des 3 plus grandes personnalités de ces années 90 jusqu'à 2005. Donc c'est vraiment eux qui ont dirigé le pays durant cette période, sous bien sûr supervision syrienne. Donc vous avez le président de la République, chrétien, maronite, qui s'appelle Émile Lahoud, qui va cumuler plusieurs mandats. Et vous avez Rafik Hariri, que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, donc, qui a été pendant une longue période de ces années 90 jusqu'à son assassinat, jusqu'à sa mort en 2005. Donc il a été président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre. Et au milieu, vous avez, donc il est c'est un milliardaire, il est libanais et saoudien en même temps, donc ce qui aussi démontre l'influence saoudienne au Liban, ainsi que l'influence syrienne et américaine. Et au milieu, donc, vous avez Nabih Berri, qui est président de la Chambre des députés, qui est, comme je vous l'ai dit, donc, chiite, et il est toujours président de la Chambre des députés jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Ce qui va se passer, donc, les choses vont s'accélérer, puisque Rafik Hariri, avant de passer à ça, parce que là je vais aller beaucoup plus vite, parce que ça sera l'objet peut-être de nos échanges. Donc Rafik Hariri va être tué par une voiture piégée en 2005. Cet événement va être vécu comme un séisme, un véritable tremblement de terre au Liban, donc ça va vraiment bouleverser la situation. On montre du doigt la responsabilité syrienne dans cet assassinat, puis peut-être la responsabilité du Hezbollah. En tout cas, ça bouleverse la situation au Liban. La Syrie est contrainte de se retirer du Liban sous pression internationale, et notamment à travers la résolution 1559. Les choses vont s'accélérer. En 2006, donc il y a la guerre des 33 jours entre Israël et le Hezbollah. C'est une guerre destructrice, mais le Hezbollah tient tête. Et donc là, à partir de maintenant, on rentre vraiment dans l'histoire immédiate, donc je ne vais pas développer, je donne juste quelques clés, et ensuite on passe à notre échange peut-être, et aux questions. Donc il y a eu des élections, par exemple en 2018, moi j'ai repris dans ma thèse les chiffres de 2018, et des élections législatives avec une nouvelle loi électorale qui permet de connaître le poids de chaque parti politique au Liban, de chaque force politique au Liban, notamment avec ce qu'on appelle le vote préférentiel. Je ne rentre pas dans les détails, mais là, on voit clairement que, par exemple, le Hezbollah est la première force politique suivie du courant patriotique libre chrétien, qui était à l'époque un allié du Hezbollah. Donc ça, c'est en 2018. Il y a eu des élections, les dernières élections parlementaires ont eu lieu en 2022. Ça a changé relativement les résultats, sauf que, donc
ça a changé, mais ça n'a pas vraiment... Enfin, peut-être qu'il y a un parti qui a gagné en puissance, c'est peut-être les forces libanaises, qui sont devenues peut-être plus puissantes que le courant patriotique libre. Bref, donc ça c'est un ordre de grandeur des forces politiques au Liban. Ensuite, on rentre dans la crise économique, financière, d'évaluation de l'économie libanaise. À partir de 2019, de grandes manifestations, notamment de jeunes qui demandent notamment, donc dans les slogans, une démocratie civique ou laïque, ce qu'on peut appeler. Donc, en tout cas, abolir le confessionnalisme. Il y a eu une grosse crise économique depuis ce moment-là, et en plus de ça, pour cerise sur le gâteau, eh bien, l'explosion du port de Beyrouth. C'est un événement qui a été très médiatisé, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette explosion qui ressemble beaucoup à une explosion nucléaire. En fait, c'est du nitrate d'ammonium qui a explosé dans le port de Beyrouth. Alors certains accusent Israël d'avoir frappé, certains accusent le Hezbollah d'avoir stocké des missiles, mais officiellement dans l'enquête, c'est du nitrate d'ammonium qui a explosé. Alors comment il a explosé? Est-ce de la négligence? Est-ce un complot? On ne sait pas. Mais c'est plusieurs centaines de kilos de nitrate d'ammonium qui sont stockés depuis plusieurs années. Donc de la négligence et de la corruption. Et donc la crise que vous connaissez aujourd'hui, le Liban actuellement était à l'intérieur d'une guerre qui s'est régionalisée depuis le 7 octobre. Donc aujourd'hui, depuis le 7 octobre 2023, donc l'opération du Hamas, il y a une guerre entre Israël, le Hezbollah, Israël et le Hamas, Israël et l'Iran. Donc on est dans une guerre régionale qui aggrave encore plus le clivage confessionnel au Liban, la situation économique et la situation politique. Donc pour conclure, que retenir de ce parcours? D'abord, que le Liban occupe une place singulière au Moyen-Orient. Son pluralisme religieux n'est pas une création artificielle récente. Elle s'enracine dans une histoire longue, dans la géographie du pays, dans le mont Liban refuge et dans des siècles de coexistence entre communautés. C'est cette profondeur historique qui explique la singularité libanaise. Ensuite, nous avons vu que ce pluralisme a progressivement été institutionnalisé au XIXe siècle, puis sous le mandat français, et enfin par le pacte national de 1943. Ce système a eu une fonction réelle. Il a permis un équilibre, limiter la domination d'un groupe sur les autres, comme c'est le cas dans les autres pays au Moyen-Orient, et protéger une diversité rare dans la région. Mais l'autre leçon de cette histoire, c'est sa fragilité. Trop souvent, la pluralité s'est transformée en division. Le confessionnalisme, conçu comme un mécanisme de coexistence, a aussi nourri le clientélisme, affaibli l'État et freiné l'émergence d'un intérêt général, d'un intérêt commun. À force de préserver les équilibres entre communautés, le Liban a parfois sacrifié la construction d'une véritable citoyenneté politique commune. C'est tout le paradoxe libanais. Une diversité qui protège, mais un système qui peut paralyser. Alors, quel avenir ? Les mobilisations récentes que je viens d'évoquer, par exemple, notamment depuis 2019, ont montré qu'une partie importante de la société, alors on n'a pas de chiffres, mais c'est particulièrement des jeunes, la jeune génération, aspire à un Liban moins dominé par les appartenances communautaires et davantage fondé sur l'égalité civique, la justice sociale et l'efficacité de l'État. En même temps, les crises régionales, comme ce qu'on voit aujourd'hui, et la peur du chaos continuent de pousser beaucoup de Libanais à s'accrocher au système existant, faute d'alternatives rassurantes.
Tout l'enjeu est donc de réinventer le pluralisme libanais. Non pas l'effacer, mais le transformer pour qu'il cesse d'être un obstacle au fonctionnement de l'État et redevienne une ressource politique et morale. Le défi n'est pas de nier les appartenances, mais de les inscrire dans un cadre commun plus solide. En ce sens, le Liban demeure un cas d'école et peut-être même un message, comme l'a dit le pape. Il rappelle qu'une société profondément diverse peut vivre ensemble, mais qu'aucun équilibre n'est durable s'il ne repose pas sur des institutions justes, un État crédible et un sentiment partagé du bien commun. Souhaitons que les Libanais puissent écrire un nouveau chapitre de leur histoire où la pluralité ne sera plus vécue comme une menace, mais comme la base d'une citoyenneté pleinement assumée. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Questions? Oui? Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien historique entre la communauté chiite et Hezbollah? Peut-être. Non, ça y est, faut juste parler. Oui, je vous demandais de bien vouloir nous expliquer le lien historique entre la communauté chiite libanaise Et le Hezbollah. Et le Hezbollah, via d'accord. peut-être l'ayatollah Khomeini, ou est-ce qu'ils ont demandé allégeance? Comment ça s'est passé à l'époque, quand ça a démarré? Ça mérite toute une autre conférence, Oui. mais je vais dire quelques mots juste Merci. pour donner des... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que concernant la communauté chiite au Liban, il s'agit d'une communauté qui est dans les années 50, 60, en tout cas dans cette période post-indépendance, souvent marginalisée, souvent classée, souvent qui occupe des métiers dans le prolétariat, ouvrier ou agricole, et qui manque de représentation politique. Avant le Hezbollah, il y a une personnalité qui s'appelle Moussa Sadr, qui est venu d'Iran, qui est d'origine libanaise. C'est un clerc réformateur qui a cherché non seulement à affirmer ou à inscrire le Liban, la communauté chiite dans la dynamique politique libanaise, donc améliorer la représentation de la communauté chiite au Liban, chose qu'il a réussi à faire, mais en plus de ça, il était très ouvert et lui aussi, il soutenait la déconfessionnalisation du pays par la suite. Ce qui s'est passé, alors l'apparition du Hezbollah, donc il y avait déjà le mouvement Amal, qui était fondé par Moussa Sadr. Moussa Sadr va disparaître en Libye, on ne sait pas comment jusqu'à aujourd'hui. Il a été invité par Kadhafi et puis il a disparu. Pourtant, c'est une personnalité officielle, donc il a été invité, c'était un invité officiel et une personnalité libanaise officielle. Bref, il y a eu la révolution islamique un an après, en 1979, et en même temps, il y a eu l'invasion israélienne en 1982, invasion du Liban. Donc Israël a envahi dans un premier temps le sud Liban en 1978, et en 1982, elle a envahi la moitié du pays, jusqu'à arriver à la capitale. À ce moment-là, il y avait, oui, effectivement, des groupuscules présents au Liban, des fondations, des organisations, qui étaient poussées par l'islamisme, l'islam politique, et admiratif de la révolution islamique et de l'ayatollah Khomeini. Et donc, l'Iran a dû profiter de cette situation pour créer une milice dont l'objectif était de combattre l'invasion israélienne et l'occupation israélienne. Cette milice, cette armée populaire dans l'idée de Khomeini, a pris le nom de la résistance islamique dans un premier temps, d'accord, et puis elle a été chapeautée par un projet politique, par un parti politique qui s'est appelé le Hezbollah en 1984. Son manifeste est apparu en 1985.
Il a gagné beaucoup en popularité, le Hezbollah, effectivement, pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il a combattu l'occupation, tout simplement. Et aux yeux de beaucoup de Libanais, il a réussi à libérer le Sud-Liban en 2000. Donc il est rentré dans une guerre d'usure contre l'occupation israélienne du Sud-Liban dans les années 90 jusqu'à le 25 mai 2000, date du retrait israélien du Sud-Liban. Donc ça a été présenté comme une véritable victoire pour le Hezbollah. Donc le Hezbollah a réussi à se présenter comme libérateur de la nation. Donc ça lui a donné de la popularité. Deux, il a un certain nombre d'associations et d'organes pour soutenir ses sympathisants, et donc principalement issus de la communauté chiite. Donc il a des hôpitaux, des écoles, des dispensaires, des cliniques. Maintenant, il a une université. Donc tout ça aussi crée un lien peut-être de dépendance, on peut dire ça comme ça. En tout cas, un attachement avec le Hezbollah. Ça a contribué à augmenter sa popularité au sein de la communauté chiite. Après, l'autre facteur qui est très intéressant, c'est le système libanais. C'est-à-dire que le système libanais, aujourd'hui, étant donné qu'on parle du Hezbollah, l'attaque du Hezbollah, l'objectif d'éradiquer le Hezbollah est ressenti par la communauté chiite, étant donné que c'est des communautés au Liban, c'est un système communautaire, est ressenti par la communauté chiite comme une menace existentielle pour les chiites. Et ça soude en fait encore plus les chiites autour du Hezbollah, parce qu'ils savent que s'il y a une grosse défaite du Hezbollah, si le Hezbollah est éradiqué, les chiites risquent peut-être de devoir quitter le pays, en tout cas d'être marginalisés à nouveau, comme c'était le cas dans les années 50 et 60. Donc ça, c'est vraiment en résumé ce que je peux vous dire sur le sujet. Voilà. Je voulais revenir sur le schéma que vous nous avez montré avec les deux lignes qui se croisent. Donc avec la population musulmane qui représente maintenant, je ne sais plus si c'est les 2/3 ou les 3/4, comment ça s'explique? Est-ce que les musulmans font plus d'enfants? Est-ce que les chrétiens sont partis à l'étranger? Enfin, qu'est-ce qui explique qu'on soit passé à non seulement une inversion, mais avec vraiment un écart aussi important? Alors, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. Déjà, scientifiquement, c'est-à-dire que oui, la transition démographique. Donc les chrétiens ont dû faire leur transition démographique beaucoup plus vite que les musulmans. Donc ça, c'est le premier facteur scientifique qui explique ce phénomène. Peut-être parce qu'ils sont plus influencés par la culture occidentale, de faire moins d'enfants. Donc ils ont fait leur transition plus vite. Donc du coup, transition faite chez les chrétiens, transition non faite ou en cours chez les musulmans, là, ça va très vite. En quelques décennies, bien sûr, ça peut faire basculer la situation. Ensuite, il y a les guerres, les différentes guerres qui ont poussé un certain nombre de Libanais à quitter, à migrer, à partir. Et donc ça aussi, ça peut expliquer une baisse de la présence chrétienne au Liban. Les chrétiens ont tendance à mieux s'adapter, s'intégrer en Occident. Un certain nombre d'entre eux ont perdu leur attachement. Ça aussi, ça explique leur attachement avec le Liban, d'une génération à une autre. Et ils ne se sont pas naturalisés libanais, donc ils ont gardé la nationalité du pays d'accueil. Et donc là aussi, ça peut être un des facteurs qui explique la baisse démographique. Donc voilà. Les guerres et la transition démographique, c'est les principaux facteurs qui expliquent cette baisse des chrétiens au Liban. Voilà. D'autres questions? Comment? En France, en France, ça s'explique bien sûr par le lien historique entre. Bon, là, clairement, on l'a bien expliqué dans la conférence. Le lien historique entre la France et le Liban date. Là, on peut aller encore à Saint-Louis. On peut remonter jusqu'à Saint-Louis pour voir les racines de cette relation franco-libanaise, mais je mettrai libanaise entre guillemets, parce que le Liban n'existe pas, vous l'avez compris, en tant qu'État-nation. Mais cette zone du Levant, ce mont Liban,
existe géographiquement, administrativement et même religieusement. Donc, on peut aussi remonter dans la Bible, dans le livre sacré, où le mont Liban, en tant que mont Liban, est évoqué. Mais ce lien avec la France est très historique. C'est ce qui explique vraiment... C'est un pays francophone, le Liban. Il y a eu plusieurs sommets de la francophonie à Beyrouth, bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui, les panneaux, etc., sont marqués en français et pas en anglais. Contrairement à la Syrie, où par exemple les panneaux sont écrits en arabe et en anglais. Ça, c'est un marqueur culturel de ce lien avec la France ou plus généralement avec la francophonie. Bien sûr. D'autres questions? Oui? Pour que les autres puissent... Merci. Oui. Bonjour, merci. Je vous en prie. Et où en est l'économie au Liban actuellement, Ouais, si vous pouvez? C'est compliqué, la situation économique au Liban, depuis 2019. C'est un cumul de négligence, de corruption qui ont mené à la situation actuelle. Le problème du Liban, c'est qu'aujourd'hui, il a perdu son principal atout. C'est que c'est un peu le centre financier du Levant ou même du Moyen-Orient. C'est-à-dire que les pays du Golfe mettaient parfois leur argent au Liban. C'était la Suisse. Quand on dit Suisse du Moyen-Orient, ce n'est pas seulement la beauté ou le paysage. Moi, je n'ai pas eu le temps là de développer. Mais quand on dit Suisse du Moyen-Orient, il faut surtout penser aux banques, au rôle que joue la Suisse dans le monde. D'accord ? Ça, elle l'a perdu. Le Liban a perdu ce rôle. La confiance des gens en le système financier libanais a disparu. Donc, beaucoup de gens ont perdu leur argent, que ce soit des Libanais ou des étrangers, qui ont mis des millions de dollars. Parce que le Liban, c'est aussi un paradis fiscal, il faut le savoir. D'accord ? Donc il a joué ce rôle de paradis fiscal et ça lui a permis de stocker vraiment le capital de beaucoup de milliardaires. Ça, aujourd'hui, après cette crise, après que les banques ont fait faillite, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas rendu l'argent à leurs clients, eh bien ça fait une perte de confiance et ça fait perdre le rôle du Liban actuel. En plus de ça, les guerres, différentes guerres, on a eu différentes guerres au Liban. 2006, il y a aussi la guerre en Syrie qui a ramené des réfugiés syriens au Liban, qui a ramené plus de 1,5. Ça, c'est le plus petit chiffre, 1,5 million. Il y en a qui parlent de 2 millions de Syriens réfugiés au Liban. Jusqu'à aujourd'hui, les réfugiés syriens ne sont pas repartis en Syrie, malgré la chute du régime qui était censé être leur ennemi. Donc, ils sont restés au Liban. On a une présence palestinienne aussi, des réfugiés, plus d'un demi-million de réfugiés palestiniens. Donc ça, c'est une pression économique importante sur le Liban. Donc non, je ne peux pas vous donner un beau tableau de la situation économique au Liban. La situation est très difficile, surtout qu'il y a eu une dévaluation de la monnaie à partir de 2019. La monnaie a perdu, je vous dis concrètement, par exemple, $1 faisait 1500 livres. Aujourd'hui, $1 fait 90 000 livres. Voilà, juste pour vous donner un ordre de grandeur de la situation économique qui est désastreuse au Liban. Ce qui fait sauver le Liban, c'est la diaspora. Il n'y a que ça. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'industrie. Le tourisme, il a perdu beaucoup de son influence. Le secteur tertiaire, il s'est affaibli. Vraiment, ce qui sauve l'économie libanaise, c'est cette diaspora qui transfère de l'argent, qui va faire ses vacances au Liban, qui met de l'argent au Liban. C'est ça qui a permis, en fait, l'aide qu'apporte l'aide familiale, le lien social à l'intérieur des familles, qui permet de faire des rentrées d'argent dans ce petit pays. C'est un petit pays, donc une petite économie. Voilà. D'autres questions? Oui? Je peux reposer? Oui, oui. Est-ce que vous êtes au courant de l'accord qu'il y avait eu entre Israël et le Liban au sujet du gaz qui est en mer? Est-ce qu'il y a eu un accord, mais je pense que ça n'a pas été suivi de... Le problème du gaz en offshore, présent en Méditerranée, à la frontière israélo-libanaise,
c'est que, oui, effectivement, une ligne a été dessinée entre Israël et le Liban pour séparer les deux ZEE, zone économique exclusive, des deux pays. Mais concrètement, seul Israël vend son gaz et son pétrole aujourd'hui, et le Liban, eh bien, on ne sait pas pourquoi, mais aucune plateforme n'a trouvé de pétrole. Voilà. Dans la zone israélienne, il y a du pétrole. Par contre, dans la zone libanaise, jusqu'à aujourd'hui, on a du mal à trouver du pétrole. Voilà. D'autres questions ? Là. Oui. La question, c'est, vous avez mis beaucoup d'importance sur comme quoi le problème du Liban, c'est le multiconfessionnalisme. Est-ce que le multiconfessionnalisme, c'est lui la cause qu'il n'y a pas d'électricité, c'est lui la cause qu'il n'y a pas d'école, c'est lui la cause qu'il n'y a pas de système de santé? Est-ce que vraiment, c'est pas les Libanais qui ne veulent pas régler leurs problèmes pour profiter peut-être de ce système-là? Parce que parler de trouver des écoles, avoir un système de santé, c'est quoi le rapport entre le multiconfessionnalisme et que l'État prenne ses responsabilités, que ce soit au niveau de l'électricité ou de la santé, tout simplement, ou même des écoles, c'est trop simple. Et là, on a l'impression que le problème du Liban vient vraiment de multiconfessionnalisme. Et si on regarde même dans la région, ils ont aussi les mêmes problèmes, alors que parfois ils sont monoconfessionnels. Alors, il y a une différence entre qu'un État soit multiconfessionnel et le confessionnalisme en tant que système politique. C'est différent. Un pays peut être multiconfessionnel dans le sens qu'il y a une pluralité de religions, de confessions dans un pays. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est quand tu t'en fais un système politique, comme au Liban. C'est-à-dire au Liban, c'est un système de fédération confessionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un partage communautaire, confessionnel, du plus haut poste institutionnel jusqu'à la plus basse fonction publique. Tout est partagé de manière confessionnelle. Et le souci dans ce système, c'est qu'avec le temps, comme j'ai pu le démontrer, ça a mené à une paralysie du système. Donc, on a du mal à prendre des décisions parce que le système est partagé ainsi. Ça augmente la corruption, le vol, parce que le système est ainsi. On a du mal à contester tel ou tel chef politique parce qu'on a peur de critiquer notre leader politique. C'est-à-dire, concrètement, je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui au Liban, pour faire simple, chaque communauté a son leader. Si ce leader est un corrompu, d'accord, s'il s'est fait des milliards de dollars, et c'est le cas de la plupart des leaders, la communauté va avoir du mal à se soulever contre son leader, parce qu'elle considère que ce leader, eh bien, est un facteur de puissance pour elle, même si c'est un corrompu. Même si, en tant que personnellement, tu gagnes rien à avoir tel leader, ça reste un symbole de la tribu. En fait, c'est comme un système tribal. C'est un peu le symbole de la tribu, et se soulever contre la personne qui représente la communauté, c'est vécu comme une traîtrise, et surtout, on a peur d'affaiblir la communauté. Donc tout le système qui a mené à la corruption, à la paralysie du Liban est dû, en partie, il y a peut-être d'autres facteurs, mais pour moi, de manière centrale, au système confessionnaliste présent au Liban, qui paralyse toute réforme réelle et qui sponsorise la corruption. Aujourd'hui, de Rafik Hariri à Nabi Berri, à Walid Jumblat, ils sont tous rentrés en politique avec quelques sous en poche et sont repartis avec des milliards. C'est pas normal. Ou certains sont encore... C'est pas normal, alors que le pays est en faillite. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un problème à ce niveau-là. S'il n'y avait pas ce partage confessionnel, Nabi Berri, il ne serait pas le leader des chiites. On sait tous
puisque ça fait partie des personnalités corrompues. Walid Jumblat de la même manière. Rafik Hariri ne serait pas le symbole absolu des sunnites. Et on aurait on pourrait vraiment sanctionner les dirigeants politiques pour leurs pratiques politiques, pour leurs idées, etc. Oui. Oui, mais là, il y a des élections. Là, si on fait des élections, chaque communauté va encore et encore voter pour les mêmes personnes. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système confessionnaliste. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est clair que le confessionnalisme est un des plus gros problèmes du Liban, mais il n'est pas le seul. Bien sûr. L'existence de l'entité sioniste à sa frontière est le plus gros problème, que ce soit pour le Liban ou pour toute la région. Et Madame a parlé du gaz et du pétrole qui est dans la mer Méditerranée. Et à ce point donne pourquoi le Liban ne trouve pas de pétrole. En fait, l'Occident, c'est ça la réalité, l'Occident ne veut pas que le Liban ait des ressources et de l'argent, parce qu'il deviendra fort, il pourra se faire une armée, il pourra devenir fort devant l'entité sioniste. Et c'est là le point rouge et la ligne rouge à ne pas dépasser. Et à partir de ce moment-là, ça arrange tout le monde entier, qui a des communautés où tout le monde peut faire jouer ses forces dedans et appuyer une communauté sur une autre pour pouvoir affaiblir le pays et rester un pays faible devant ce qu'on a créé à sa frontière, l'entité sioniste. Voilà, merci. Alors, c'est pas une question, c'est vos idées. Donc, moi, concrètement, ce que je dirais, c'est que la vraie solution doit être une solution globale pour cette région du Levant. Je pense qu'il y a eu assez de guerres. Et je pense que la vraie solution, c'est que effectivement, les puissances internationales, notamment les États-Unis, au lieu de soutenir de manière indéfectible et sans limite la politique israélienne, surtout avec un gouvernement d'extrême droite, c'est plutôt de pousser vers une paix juste et durable dans toute la région. Par exemple, au Liban, on a un vrai problème. Non seulement là, il y a à nouveau une occupation territoriale, donc des ambitions expansionnistes d'Israël au Liban, c'est le cas pour la Syrie, mais on a aussi une présence palestinienne. On a des réfugiés au Liban, j'ai dit près d'un demi-million aujourd'hui, eh bien c'est des réfugiés depuis 1948, d'accord, et 1967. Donc il faudrait trouver une solution plus globale pour instaurer une paix juste, où chacun pourrait vivre de manière stable et dans la paix, tout simplement. Donc ça sera le rôle pas seulement de l'Occident, de toutes les grandes puissances dans le monde. Ne pas seulement défendre les intérêts israéliens, mais l'intérêt commun de cette partie du monde qui est le Levant. Voilà. Et le Liban donc, a subi, oui, beaucoup, je ne dirais pas la présence d'Israël, non, mais plutôt ces différentes guerres depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Le Liban a subi une grande partie de la guerre israélo-arabe. C'est vrai, c'est une réalité, plus que d'autres pays, alors qu'ils sont aux frontières de l'État d'Israël, c'est-à-dire la Jordanie, c'est-à-dire la Syrie, c'est-à-dire l'Égypte. Le Liban, c'est le plus petit pays parmi ces pays-là, c'est celui qui a le plus subi cette conflictualité. D'autres questions ? Alors, oui, je ne sais pas, c'est bon, là, on entend ? Mais très peu en guerre. On entend ? Oui. Puisqu'il faut poser des questions et pas donner son avis, non, pas de est-ce problème. Merci. Est-ce qu'il n'y a quand même pas... on parlait de la francophonie. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, enfin une raison très, très importante qui a été l'envahissement du Liban par toutes les congrégations religieuses quand l'État français a déclaré la laïcité. À ce moment-là, la plupart des congrégations religieuses sont allées au Liban
se sont installés, ont créé des écoles, oui, bien sûr, mais ont répandu la langue française. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis que ce n'est pas des liens simplement ancestraux. Ça a été aussi un choix politique et qui a été, enfin, me semble-t-il, qui a été assez conscient, quoi. Ensuite, autre chose sur ces questions, effectivement, est-ce que la venue... Le Liban a son indépendance en 1943, c'est un petit pays. En 1948, il voit débarquer des milliers de Palestiniens chassés de leur pays. Est-ce que ça, c'est pas aussi un facteur de déstabilisation? Troisièmement, sur les confessions, il y a effectivement, de toute façon, le bakchiche, il est partout. Hein. Il n'est pas que... peut-être qu'en ce moment, la France est en train de changer. Il va peut-être... gagner du terrain par rapport à ça. Mais le bakchiche, c'est comme ça au Liban, c'est sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un peu une internationale, une solidarité de toutes ces chefs confessionnels pour la kleptocratie? Parce que c'est ça qui se passe, ce n'est pas une crise financière. Ce sont le fric qui a quitté le Liban, mais que ce soit... des phalangistes, enfin voilà, de tous les partis politiques et de pratiquement de toutes les confessions. Voilà. Ce sont des questions, bien sûr. Alors, le premier volet concernant la francophonie, effectivement, bien sûr, c'est surtout lié à la communauté maronite, pour dire les choses concrètement, qui ont déjà des liens enracinés avec l'Occident depuis au moins la période des croisades. C'est-à-dire, les maronites ont reconnu l'autorité du pape après les croisades. Donc ce lien est médiéval, mais bien sûr le 19e siècle, avec l'arrivée des missionnaires, des différentes congrégations, comme vous l'avez dit, va augmenter cette présence française, notamment à travers la langue, donc, mais pas seulement, à travers l'économie aussi. Donc la période de Napoléon III, par exemple, est une période vraiment d'échange économique très important entre le Mont-Liban et la France qui est en pleine révolution industrielle. Donc la relation franco-libanaise, et quand je parle libanaise, c'est le Mont-Liban principalement, n'est pas seulement liée à la francophonie, elle est aussi liée à la politique, à l'influence et à l'économie. La deuxième question, c'était par rapport à... c'était quoi, vous pouvez me rappeler juste la deuxième question, si je n'ai pas écrit? Les Palestiniens, bien sûr, je vous ai dit, là je répète ce que j'ai dit, le problème n'est pas libano-israélien. Le problème, il est en lien avec un conflit régional. D'accord, un État a été créé, je ne remets pas en question sa légitimité, mais il faut une paix juste et durable pour toutes les populations présentes autour de ce nouvel État qui s'appelle Israël. D'accord ? Sinon, la guerre va continuer. Il faut une solution. Il y a plusieurs solutions aujourd'hui qui sont débattues, mis à part les relations radicales, c'est-à-dire anéantir Israël d'un côté ou Israël qui veut faire le grand Israël biblique de l'autre. Il y a aussi des solutions, c'est-à-dire il y a déjà appliqué les résolutions internationales, notamment avec le retour des réfugiés palestiniens. La résolution de mémoire, c'est 194, c'est ça ? 194, par exemple, 425, 242, tout ça, c'est des résolutions qui n'ont pas été vraiment appliquées. Donc, libérer les terres occupées et le retour des réfugiés. Ça, déjà, on est sur une solution qui résout la majorité du problème. Et un État palestinien sur le reste du territoire qui est reconnu comme palestinien, c'est-à-dire 22% de la Palestine historique. Rien que ça, Israël ne refuse totalement cette solution. L'autre solution, c'est un État binational. Pourquoi pas imaginer un État binational, arabo-juif, où tout le monde peut vivre en paix et on laisse le jeu démocratique avancer en paix. Il y a des solutions pacifiques. Après, il faut que les acteurs internationaux interviennent réellement. Sinon, le conflit va durer. On n'aura pas la paix. Ni Israël atteindra la paix par la force, ni la paix arrivera, ni la justice s'instaurera.
D'autres questions? Oui. C'est un peu compliqué de parler un peu de ce qui se passe là. Je pense que les problématiques dans le Liban et puis tous les pays du Moyen-Orient, c'est l'aspect religieux. Alors, l'idéal, bien sûr, je vais faire simple, oui. C'est que au niveau du Liban et de chaque pays, au niveau des mairies, au niveau de l'Assemblée nationale, etc., lorsqu'on doit traiter des affaires de l'État, le côté religieux, on doit le mettre au porte-manteau et ensuite s'occuper de la gestion du pays. Tant que la religion va s'occuper de la gestion du pays, ça ne fonctionnera pas. Alors, il est facile de parler de ça, parce qu'en France, on a connu ça, les guerres de religion, il y a 500 ans, 1000 ans. C'est-à-dire que le Liban et tous les pays du Moyen-Orient, il faut les laisser faire leur propre histoire, donc 500 ans, 1000 ans, jusqu'à temps que la religion sera dissociée de la gestion du pays. Voilà. Merci. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, ça reprend aussi ce que j'ai exposé aujourd'hui. C'est qu'en fait, il faut reconnaître, et ça a été dit par beaucoup de chercheurs, le problème du Liban, c'est que l'appartenance confessionnelle est au-dessus de l'appartenance nationale. Clairement. C'est le système classique d'une société tribale. Donc l'appartenance à la tribu est au-dessus de tout, même parfois au-dessus de l'intérêt individuel. On n'a pas réussi au Liban à créer une appartenance nationale, une culture nationale. Même l'histoire, le récit national n'existe pas vraiment. Il n'y a pas un récit national qui fait consensus. Chaque communauté a son récit sur le récit du pays, sur l'histoire du pays. Là, ce que je dis, peut-être que certaines communautés vont dire « Ah ben non, je ne suis pas d'accord. » Parce qu'il y a l'histoire que nous, autres historiens, essayons de faire, et il y a des récits maronites, des récits chiites, des récits sunnites sur le Liban. Donc, il n'y a même pas encore un récit national. Pire encore, ça, je ne l'ai pas développé, mais un enfant né dans un hôpital confessionnel. Il rentre à l'école, dans une école catholique, musulmane, chiite, sunnite, druze, c'est des écoles privées. Rarement, on va aller mettre les enfants dans les écoles publiques. D'accord ? Les dispensaires aussi. Ça appartient à des... C'est pas seulement le cas du Hezbollah. Les autres partis, les autres mouvements politiques ont leurs écoles. Ils n'ont pas la même force que le Hezbollah, je suis d'accord. Mais ils ont une influence dans certaines universités, dans des écoles, dans des dispensaires, dans des cliniques, dans des universités. On vit dans un univers communautaire. Donc le petit citoyen libanais va vivre dans un univers d'appartenance communautaire avant tout. Et même ce drapeau libanais, à qui il appartient à travers sa communauté. Donc il est chrétien libanais, il est chiite libanais, il est rarement libanais, puis de manière privée, il a une confession chrétienne, chiite ou sunnite. L'appartenance confessionnelle, elle est très forte, elle est en train de s'enraciner encore plus. Elle n'est pas encore de s'affaiblir. Elle n'est pas en train de s'affaiblir. Depuis les accords de Taïf, étant donné qu'on a institutionnalisé encore plus l'appartenance confessionnelle, eh bien, l'appartenance a augmenté. Vous savez que dans la fiche d'état civil au Liban, il y a écrit par exemple Alain, Monnier et la confession. Musulmans sunnites, musulmans chiites, chrétiens maronites. Donc les affaires publiques, les affaires privées, c'est-à-dire le mariage, le divorce, l'enterrement, etc., sont faits selon l'appartenance confessionnelle, selon la loi religieuse de chaque communauté. Et le mariage entre communautés est difficile, entre chrétiens et musulmans. C'est très enraciné, l'appartenance confessionnelle. C'est pour ça que nous, en France, on a du mal à appréhender le sujet. C'est beaucoup plus profond, parce qu'il n'y a pas encore de véritable État-nation et d'appartenance nationale.
Alors désolé, peut-être la question elle est un peu bête, mais avec toutes les questions bêtes. Avec toutes les crises et les catastrophes qui s'accumulent, jusqu'où ça peut aller. Et tout à l'heure, vous avez dit par exemple que ce qui sauvait le Liban, c'était les diasporas. Mais si je veux dire il y a sauvé, il peut y avoir du coup l'opposé, c'est la mort. Et comment est-ce que ça pourrait concrètement, enfin, c'est quoi le scénario catastrophe, quoi, jusqu'où ça peut aller en fait? Alors, vous voulez un scénario catastrophe? Alors, le scénario catastrophe qui m'inquiète, c'est la disparition du Liban, carrément. Parce que, en fait, un ministre français, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères, l'a dit il n'y a pas longtemps, après l'explosion du port de Beyrouth. Et c'est de plus en plus le cas. Le Liban, en tant qu'entité politique, en tant qu'État-nation, est en train de se défragmenter, notamment par ses clivages, par sa crise économique et par les crises politiques. Et moi, ce qui m'inquiète, par exemple, c'est certaines déclarations américaines qui sont en train de dire, bah, écoutez, si c'est comme ça, si vous n'arrivez pas à trouver une solution, à faire la paix avec Israël, eh bien, vous n'avez qu'à retourner en Syrie, retourner à la Grande Syrie. Donc, inclure peut-être des territoires du Liban à la Syrie et reconstruire un mont Liban. Ça, c'est des choses qui sont pas seulement des théories du complot, puisqu'il y a des déclarations qui sont maintenant officielles de la part de responsables américains et occidentaux sur l'avenir concret du Liban. C'est la France qui a créé le Liban, le Grand Liban. La France est inquiète dans les déclarations des responsables français. On voit une inquiétude de l'avenir de ce pays. Après 100 ans. Le Liban a maintenant 100 ans. C'est en 1926 qu'il a fait sa première constitution. Donc est-ce que c'était une expérience réussite? C'est discutable, après un siècle. C'est discutable avec toutes les guerres civiles qu'il y a eu. Après tellement d'ingérences étrangères sur ce pays, parce que justement, là encore, je reprends la question de... Le confessionnalisme n'a pas seulement poussé à la corruption ou sponsorisé la corruption, il a permis l'ingérence étrangère de plusieurs pays. C'est-à-dire que chaque communauté au Liban est rattachée à un pays étranger. Les sunnites à l'Arabie saoudite, les chiites à l'Iran, les maronites, les chrétiens en règle générale, surtout les maronites, à l'Occident, aux États-Unis. La France ne joue plus vraiment un rôle comme elle le jouait avant. Donc c'est plutôt les États-Unis, peut-être même Israël à un moment donné. D'accord ? Tout ça rend la situation de plus en plus difficile au Liban. Pas d'argent, problème politique, guerre, ingérence étrangère. S'il y a une volonté américaine de disloquer le pays pour affaiblir le Hezbollah, par exemple, on peut s'attendre peut-être à ça. Ne l'espérons pas. Parce que le Liban, quand même, se démarque de par ce pluralisme. Et comme je vous ai dit, donc, c'est un peu un message, malgré les difficultés, de ce que peut être une cohabitation entre toutes ces communautés. Donc ce serait vraiment dommage. Mais vous voulez un scénario catastrophe, je vous ai donné le scénario catastrophe. Voilà. Mais rationnel, réaliste. Hein. Je ne sors pas un truc imaginaire. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Je voulais vous remercier chaleureusement pour la clarté Merci de beaucoup. propos. Merci. Merci.